suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Rachel. Bonjour Raphaël. Rachel Deidou, merci de nous recevoir depuis Shanghai. Tu es General Manager Chine de Faber Novel, en Chine depuis plus de 11 ans déjà. On va retracer dans cet épisode ton expérience. Donc, tu es une invitée assez jeune par rapport au vieux au vieux routard de la Chine qu'on a pu avoir. Mais tu as déjà une riche expérience. Tu as notamment cofondé la start-up Lihaoma par le passé. Tu as enseigné dans la célèbre université de Shanghai Jiaotong, l'innovation et l'entrepreneuriat. En parallèle, tu as aussi aidé des start-up à se développer dans le pays. J'imagine que tu mets aujourd'hui toute cette expérience au service de tes clients, vu que Faber Novel, vous êtes une agence et vous avez tout un panel de services autour de la transformation numérique. Et vous aidez notamment en Chine les entreprises étrangères à s'implanter donc à travers cet angle du digital. Mais pour commencer, Rachel, je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît. Bien sûr, merci. Eh bien, je suis Rachel, comme tu disais. Je suis née à Paris dans le 13e arrondissement. Donc peut-être dans le quartier chinois en fait. C'est peut-être ça qui m'a amenée aussi à être là où je suis aujourd'hui. J'ai fait du kung-fu, des arts martiaux à très haut niveau pendant toute mon enfance et mon adolescence. Et ensuite, je me suis intéressée à l'économie internationale. Et donc, de nouveau, la Chine, qui en 2007-2008 a commencé à s'imposer comme la deuxième puissance du monde. J'ai eu la chance de venir en Chine une première fois justement à cette période-là pour travailler, étudier en Chine en continuant mes études en France. Ensuite, je suis rentrée pour finir mon master. J'ai travaillé dans la maison de vente aux enchères Christie's et ensuite je suis revenue m'installer en 2011 en Chine, à Pékin. J'ai d'abord travaillé au développement de marques étrangères sur le marché chinois. Tout d'abord des marques de bière, donc des marques de bière belges, ce qui était évidemment très très amusant, pile au moment où les marques de spécialité, ce qu'on appelle les craft beers, commençaient à être de plus en plus populaires. Ah, on a vu ça dans le monde entier, mais aussi en Chine, c'est ça ? Exactement. Le développement des IPA et compagnie, ouais. Ouais, c'est ça. Et par la suite, deux choses se sont passées en même temps. J'ai rejoint le groupe Beaumanoir, qui est un groupe de mode, afin de développer des nouvelles générations de magasins plus numériques, plus grands, plus haut de gamme. Et donc, j'ai Beaumanoir, monté... qui était connu pour cache-cache, c'est ça ? Exactement. On en a parlé un petit peu avec Albin Lix sur le podcast, aussi originaire de Saint-Malo. Mais vas-y. Ah, et tout à fait. Ouais. Vas-y, continue. Je glisse quelques infos, mais je ne veux pas t'interrompre. Vas-y. Tu fais bien. Et en même temps, j'ai monté ma première start-up qui, comme tu le disais, s'appelait Lihaoma, qui était une start-up qui avait pour but de rendre la publicité plus ludique. Et donc, on a monté ce projet pendant plus de 3 ans avec mes cofondateurs. On a monté jusqu'à 15 employés, 350 marques sur la plateforme, plusieurs milliers d'utilisateurs. On a levé de l'argent d'un venture capital. On est passé par un accélérateur. Et donc, parallèlement à ça, tu le disais, afin de soutenir financièrement cette activité, j'enseignais à l'université de Jiaotong autour des sujets d'entrepreneuriat, d'innovation, lean startup, etc. Et je gérais un master d'entrepreneuriat à l'université de Shanghai. Et ensuite, j'ai monté un deuxième projet autour de l'éducation pour entrepreneurs, donc en mettant toutes ces expériences ensemble, donc qui s'appelait The Concept Lab. Finalement, j'ai été contactée par Faber Novel en fin 2017 pour les aider à monter leur activité conseil en innovation. Donc, je suis rentrée chez Faber Novel début 2018 et j'ai été nommée General Manager pour le marché chinois l'année dernière. D'accord.
Bah déjà beaucoup d'éléments là sur lesquels j'ai envie de revenir. Alors forcément le kung-fu, c'est vrai que j'avais entendu parler de. On se connaît pas tellement, mais on s'était croisés par téléphone une ou deux fois comme ça. Oui. Et tu fais partie de ces personnes qui on en entend un peu parler sur les réseaux sociaux, etc. Donc le côté kung-fu forcément attire l'œil quoi. Quand on voit championne de kung-fu qui s'est installée en Chine. Donc on a eu Pascal Gentil qui nous a parlé de taekwondo, Pascal Gentil de Génial. Pékin qui était passionnant sur le sujet, avec aussi le côté peut-être sportif de haut niveau qui se reconvertit, qui est forcément quelque chose d'intéressant. Mais dis-nous un peu plus le kung-fu. Enfin, en fait, on connaît pas tellement, même après toutes ces années passées en Chine et en Asie. Moi, je connais très mal le kung-fu. Donc, explique-nous un peu le kung-fu et ta pratique du kung-fu. Est-ce que tu faisais des championnats? Est-ce qu'on se bat ou est-ce que c'est plus des démonstrations? Enfin, j'y connais rien. Donc, explique un peu le kung-fu. Bien sûr. Le kung-fu, c'est un art martial chinois absolument fascinant, extrêmement riche, qui a été rendu très célèbre par les films du temple qui mettent en scène des moines de temple Shaolin, et avec énormément de cinéma, un cinéma très riche, un cinéma hongkongais extrêmement riche, avec Jet Li, Bruce Lee, ce type d'acteurs qui ont rendu, je pense, qui ont vraiment créé un imaginaire extrêmement riche autour de cet art martial. Et moi, je l'ai découvert. En fait, j'ai eu la chance incroyable. C'est ma mère qui voulait faire du kung-fu. Donc, ma mère qui n'avait jamais fait de sport de sa vie, qui avait 55 ans et qui avait entendu parler de ce maître Zhang Xiaoyan qui venait de Chine et qui enseignait le kung-fu. Donc, une fois, je l'ai accompagné un dimanche matin au jardin du Luxembourg. Je devais avoir 6 ans. Et là, au détour d'un bosquet, des gens qui virevoltent en habits de soie absolument magnifiques, des armes partout. C'était un monde incroyable au détour d'un bosquet du jardin du Luxembourg. Et donc, on a rencontré Maître Zhang, qui était elle-même 7 fois championne de Chine, qui avait été nommée la reine du serpent, qui maîtrisait plus d'une vingtaine d'armes et qui avait joué dans des films avec Jet Li. Et qui était aussi, qui est devenue par la suite l'entraîneuse de l'équipe de France de Kung Fu. Donc, un peu par hasard, mais une rencontre absolument fascinante. Et donc, on s'est mis à faire du Kung Fu toutes les deux. Moi, j'étais la plus jeune et elle était la plus vieille. Ma mère était la plus vieille élève et moi, j'étais la plus jeune. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui a accompagné complètement mon enfance. C'est un art martial extrêmement ludique, en fait, parce ça allie la force, l'explosivité, la souplesse, la précision. C'est très riche, hyper créatif, puisque notre professeur, en fait, créait elle-même ses enchaînements de mouvements. Elle avait une telle maîtrise de l'art qu'elle créait elle-même ses enchaînements de mouvements. Donc, en fait, elle nous a designé pratiquement des enchaînements de mouvements qui aussi, avec la pratique, qui nous mettaient le mieux en valeur. Donc ça, c'était quand même assez incroyable. Elle nous dirigeait vers les armes qui correspondaient mieux à notre type corporel, parce que selon si t'es, tu vois, grand et fin ou plutôt costaud, tu vas avoir des armes qui vont mieux te correspondre. Donc c'était vraiment assez extraordinaire. Et puis c'est je pense que ces années-là de ma vie, en tout cas, ça a été un apprentissage du plaisir de l'excellence, et que le kung-fu en a fait énormément, a vraiment participé à ça. Je prenais grand plaisir à être excellente à l'école, mais aussi excellente dans les arts martiaux, et avec un certain plaisir, en fait, de la discipline, je pense, et des résultats que ça peut apporter. Parce que le haut niveau, justement, comment ça se passe au Kung Fu? Donc, il y a une compétition. Ouais. En France, c'est assez développé. Et donc, c'est des combats ou c'est des démonstrations des enchaînements de mouvements que tu décrivais? En fait, il y a les deux. En combat, on appelle ça du sanda, du coup. Donc ça, c'est du combat à la touche. Donc c'est pas du combat au KO. Et c'est le sanda, c'est ouvert. Il y a des protections légères et c'est ouvert à toutes les catégories, en fait, d'enfants, enfin quel que soit l'âge. Moi, je faisais du wushu, donc sans contact. Et là, tu as plusieurs types. Tu as main nue avec des armes, et tu as aussi du combat combiné. Donc le combat combiné, c'est des enchaînements à deux où tu te touches pas, mais qui sont plus de l'ordre effectivement de la démonstration d'excellence
de l'art, quoi. Et donc c'est évidemment extrêmement, c'est extrêmement amusant en fait à faire. Et à l'époque où moi j'ai commencé, tu vois, il y avait plusieurs championnats. Il y avait des championnats régionaux, donc Île-de-France, et il y avait des championnats nationaux. Et alors les catégories, tu vois, sont vraiment séparées. Tu as des catégories de 2 ans par 2 ans. Donc je crois que tu peux commencer à rentrer en compétition à 8 ans. Et ensuite, tous les 2 ans, tu as une nouvelle catégorie. Et après, il y a d'autres catégories par rapport au style. Donc, évidemment, les armes longues font partie d'une catégorie, les armes courtes, une autre catégorie. Main nue, style du Nord, style du Sud. En fait, tu as plusieurs catégories. Donc, il y a plein de catégories comme ça. Et même le wushu, moi je connaissais le nom, mais je croyais que c'était un art martial à part entière, quoi. Je savais pas que ça faisait partie du kung-fu, quoi. D'accord. Après, les puristes vont dire que faire des distinctions. Voilà, c'est possible. On n'est pas un podcast d'art martial, donc on va rester assez simple. Mais une dernière question sur le kung fu qui me brûle la langue, c'est il y a eu pas mal de débats, non? Et même avec le développement du MMA de ce type, on a vu passer des vidéos avec même un Chinois qui faisait du MMA, je crois, qui cassait un peu la gueule aux vieux maîtres de Kung Fu. Donc, qu'en est-il de là? Est-ce que le Kung Fu est un vrai art martial, je dirais, efficace en termes de combat? Enfin, c'est quoi ta vision de la chose? Je pense que c'est un art qui est aujourd'hui beaucoup plus pratiqué dans le sens démonstratif que comme un art de self-défense. Mais l'origine du kung-fu, et quand je suis allée au temple Shaolin, c'est un art défensif. Mais en fait, cette branche-là, je dirais, du kung-fu, c'est pas celle qui est la plus pratiquée. Donc après, ça me surprend pas énormément qu'il y ait en fait des arts martiaux type MMA qui sont vraiment basés sur la domination et une agressivité extrêmement forte qui puisse être gagnée sur ce type de combat. Ou le Muay Thai par exemple. Ça me surprend pas non plus. La boxe thaï, c'est ça. La boxe thaï, ouais. Ok. Donc en fait, c'est un peu ça qui t'a amené à la Chine, quoi. Tu baignais entre le fait de vivre dans le Chinatown, dans le 13e, c'est ça, à Paris, oui. qui est quand même super authentique, quoi. Il y a un shopping mall, on se croirait en Chine. Donc c'est vrai que c'est un bon échantillon du pays. Et ça, plus ce kung-fu, donc t'avais toujours pas été en Chine, mais donc ça devait te travailler, quoi, l'idée de la Chine. Et donc comment ça s'est passé? Enfin, ta première arrivée en Chine, justement, est-ce que tu as été surprise malgré cette petite expérience que tu avais? Oui, raconte-nous un peu. Complètement. Je suis arrivée en Chine la première fois en 2007 et à Pékin. Et je dois avouer que j'ai pas du tout aimé Pékin. C'est une ville énorme et c'était super pollué. Et j'arrivais pas à comprendre comment la ville était organisée. Mais en fait, j'y étais allée avec la famille de mon fiancé en sachant qu'on allait s'installer. Donc en fait, je me suis pas trop autorisée à ne pas aimer la ville, même si j'ai eu pas forcément un super fit au début. En fait, forcément, oui, parce que mais je pense qu'il y a des choses qui nous amènent en Chine, il y a des choses qui nous font rester en Chine. C'est pas du tout les mêmes, en fait. Moi, ce qui m'a vraiment attirée, c'était tout cet imaginaire que j'avais construit, et la majorité de mes amis en grandissant étaient aussi des Français d'origine chinoise. Donc eux aussi, ils avaient un imaginaire, tu vois, mais des gens qui sont nés en France, donc qui ont entendu parler de la Chine que par leurs parents. Donc en fait, c'est aussi un autre imaginaire calqué en plus. Donc effectivement, moi je rêvais de kung-fu et des films que j'avais vus, et c'était pas du tout la même chose. Donc j'ai été un peu déçue, pour être honnête. Par exemple, j'étais super déçue. Si tu veux rêver de films hongkongais, de kung-fu, et que t'arrives à Pékin, je sais pas quoi, on est à 3000 km à vue de nez, ou c'est ça. Des hivers à moins 20 degrés, c'est pas le Hong Kong tropical, c'est la même chose. Donc effectivement, et par exemple, le truc qui m'a le plus déçu, je pense, quand je suis arrivée, c'était que je me suis rendu compte que le sport le plus populaire, c'était le basketball, en fait, et que personne faisait de kung-fu. Du coup, j'étais super déçue. Mais en fait, après, évidemment, tu vois, tu te mets à découvrir la ville. C'est le dynamisme de ce pays a quand même quelque chose de et très. Et les JO, quoi. Si tu arrives en 2007, c'est juste avant les JO. Ouais.
qui a été quand même Ouais, un gros événement en Chine et en Pékin en particulier, quoi. Que tout tu à as fait. vécu, quoi. Tu étais à Pékin pendant les JO? Non, du coup, je suis rentrée juste avant les JO, mais il y avait vraiment, et comme tu dis, La préparation, une quoi. Ouais. atmosphère effervescente de préparation et surtout d'ouverture au monde et aux étrangers qui n'a fait que décroître depuis. Donc ça, c'était un moment aussi, je pense, très particulier. Tu vois, on avait encore accès à Google, Facebook quand j'étais en Chine la première Exact. fois. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que c'était une atmosphère très particulière de préparation aux Jeux Olympiques et de grande ouverture. Mhm. Donc on se sentait aussi très accueillis. Moi je me souviens de prendre les premiers taxis que je prenais. Les chauffeurs de taxi apprenaient l'anglais avec des cassettes dans leur autoradio euh, pour pouvoir accueillir tu vois les étrangers qui allaient venir Mhm. visiter Pékin quoi. Mm. À voir s'il le faisait de gré ou de force, hein. Il y a peut-être des instructions du parti, mais non, c'est vrai que Mm. c'était un événement assez spécial. Moi, je l'ai vécu, c'était un événement assez Ah spécial, ouais. quoi, les JO de Pékin. Pas forcément aussi festif qu'on peut imaginer des JO, quoi. Tout était quand même relativement Mm-hmm. cadenassé, mais bon, la Chine avait mis les petits plats dans les grands en mode, c'était l'annoncement au monde entier que la Chine arrivait comme nouvelle puissance économique. Exactement. Donc c'était impressionnant. Et donc, enfin, on va avancer jusqu'à ton expérience de Lee Haoma. Comment ça s'est Mhm. passé enfin, comment est-ce que tu as décidé de monter une start-up en Chine? Et enfin, Mhm. déjà, et Mhm. redéfinis-nous qu'est-ce que c'est que Lee Haoma? Qu'est-ce qu'elle faisait cette start-up, hein? Comme toute start-up, elle a fait plein de trucs différents. Ouais. L'idée, Tu veux nous expliquer le concept c'est du pivot, mais bon, ouais, voilà, faut que tu commences. exactement. Donc en fait, pour être tout à fait fair, l'idée n'était pas de moi. L'idée était de quelqu'un que je connaissais à Pékin, qui était installé à Pékin depuis des années, qui s'appelle Benjamin Claes et qui est belge. Et, euh, et en fait, on s'était rencontrés à travers mon boulot dans la bière, en fait. Parce que forcément, promeuvant les produits belges, j'avais pas mal de connexions dans le réseau belge. Et il avait lancé un concept de soirée complètement dingue et hyper particulier, un concept de soirée dans des églises avec des designers chinois qui faisaient des fashion shows. Enfin, c'était vraiment le pic du cool et de l'innovation créative quoi, qui pouvait se faire à Pékin à cette époque-là. Et du coup, on avait commencé à échanger autour de ça et il avait cette idée de pouvoir s'envoyer des cadeaux numériques. Euh, donc l'idée, c'était que tu puisses acheter sous forme d'un coupon, hein, tu vois, par exemple un café ou un gâteau d'anniversaire à quelqu'un qui n'était pas dans la même ville que toi et que tu pouvais, à travers une application, l'emballer, le personnaliser numériquement et l'envoyer à quelqu'un. Donc tu reçois Mhm. un email, mais en fait ça ressemble à un cadeau et à l'intérieur tu as un mot, une photo, une vidéo et le coupon que tu peux aller récupérer en magasin. Donc c'était ça l'idée à la base du consumer to consumer. Euh, Donc la et donc on a commencé à digitalisation de coupons avec un côté un peu, je sais pas si c'est viral, mais qu'on puisse en tout cas se le transmettre, quoi. exactement qu'on puisse se l'envoyer, se le transmettre et avec en fait, tu pouvais, à l'intérieur, tu pouvais mettre des choses qui valaient de l'argent ou simplement des choses qui avaient une valeur émotionnelle, tu vois. Et Mhm. donc, donc voilà, c'était une idée que moi je trouvais extrêmement amusante et pour enfin vivant à l'étranger, je voyais tout à fait quel pouvait être l'usage que j'aurais de faire des surprises à mes amis et de passer un moment à distance voilà avec eux, donc ça m'avait beaucoup plu et donc on a commencé comme ça. Donc c'était au niveau technique, c'était une application native Android et iPhone et en fait dans les 2 années et demie qui vont suivre cette première idée, on va faire absolument toutes les erreurs des premiers entrepreneurs. Donc que ce soit
over-engineer, donc de trop complexifier le produit avant de le lancer, de pas intégrer une manière réaliste de monétiser le produit, de faire une application mobile qui nécessite énormément de fonds pour attirer des nouveaux utilisateurs, d'avoir des cofondateurs aux quatre coins du monde, sur des plages horaires différentes, qui ont plein de boulot en même temps. Enfin bref, qui se connaissent pas très bien. Enfin bref, on a fait, je pense, absolument toutes les erreurs des premiers entrepreneurs. Ouais, non, mais ça m'a l'air des problèmes assez classiques, quoi. Ouais. Ok. Ça coche pas mal de cases. Se frotter au marché. De pas assez se frotter au marché avant de sortir l'app et donc d'avoir des fonctionnalités peut-être trop complexes et pas forcément nécessaires, c'est ça? Le côté de la monétisation, exactement. J'ai l'impression que c'est un de tes chevaux de bataille. Quand tu as aidé pas mal les startups, j'ai lu quelque part que voilà, monétiser c'était important et clairement là, il faut y penser, quoi. Et le trafic, ça, tu dois le voir aussi chez Faber Novel, mais quand on fait une app, un site internet, toute plateforme, en fait, le trafic est clé, quoi. Comment dire, du trafic, même un podcast, hein, faire un podcast est facile, avoir du trafic sur ton podcast est bien plus compliqué. Donc ça, mais on n'y pense pas, hein, quand on est jeune start-upper, c'est vrai. Et le côté les cofondateurs à droite à gauche, ça j'ai fait aussi, qu'on peut surmonter quand même, hein, de nos jours, mais ça rajoute une couche de difficulté, on va dire, d'être un peu dispersé à droite à gauche, quoi. C'est sexy sur le papier, mais dans les faits, les rendez-vous à des heures impossibles et la distance facilite pas la communication, quoi. Je voulais juste revenir sur le nom qui est assez sympa. Donc Li Haoma, donc ça ressemble à Ni Haoma en chinois, qui veut dire est-ce que tu vas bien, quoi. Avec Li qui est donc pour le cadeau, c'est ça. Donc c'est une sorte de blague un peu de nom amusant, mais qui est bien trouvé, je trouve, quoi. C'est un nom assez sympa. Les Chinois l'apprécient aussi. Tout à fait. C'était c'est ça avec notre logo qui ressemble à un cadeau, un smiley en forme de cadeau. Ça a été un gros hit, vraiment. Ouais, ça a très très bien marché. La simplicité et le sens du cadeau, du partage, de la générosité, a vraiment très très bien fonctionné et amusait beaucoup les Chinois à qui on présentait le concept. Donc ça, on le doit tout à fait au fondateur Benjamin Claes et à sa femme qui ont trouvé ce jeu de mots. Donc à la base, ça s'appelait Wowulous, qui était un mélange entre wow et fabulous. Et donc c'était imprononçable en Chine. Même pour nous, c'était pas très facile. Donc le changement de nom a été très bénéfique, effectivement. D'accord. Et donc tu nous parlais de ces fameux pivots, donc l'idée a pas mal évolué au fur et à mesure du temps? Énormément évolué. On a fait un premier... En fait, on a fait tellement de pivots. Mais... Donc d'abord, on avait cette idée de consumer to consumer, et en fait, on avait l'idée de le faire à l'international. Donc, on a commencé à développer l'app pour l'international en l'enregistrant dans tous les App Store, en essayant de recruter des marchands et des utilisateurs partout dans le monde. Évidemment, c'était extrêmement compliqué. Le premier pivot, ça a été de se focaliser sur la Chine, ce qui a eu des impacts grands sur la technologie qu'on pouvait utiliser, tu t'en doutes, puisque du coup, on avait en fait... Donc, peut-être que j'explique un peu. La manière d'ouvrir des cadeaux était ludique. Donc, en fait, on avait plusieurs façons d'ouvrir ton cadeau. Tu peux ouvrir ton cadeau avec un timer, c'est-à-dire, par exemple, je t'envoie un cadeau, mais tu peux l'ouvrir que à minuit le jour de ton anniversaire. On avait des cadeaux qui étaient géolocalisés. Donc, tu peux l'ouvrir que seulement si tu es en face du magasin, ou seulement si tu es chez toi, ou seulement si tu es au bureau. On avait des cadeaux où tu devais répondre à une question, donc qui était indiquée par la personne qui fermait le cadeau. Et après, on a développé d'autres jeux aussi, type plus Lucky Draw, etc. Mais donc, t'imagines la complexité qu'on avait quand tu fais des cadeaux en timer et que tu es dans plusieurs time zones. La complexité quand on a changé vers la Chine, de changer d'un système de géolocalisation basé sur Google à un système de géolocalisation basé sur Baidu.
Euh, donc en fait, ça a eu quand même pas mal d'impact. Et même là, on s'est rendu compte que la Chine, c'était beaucoup trop grand et que surtout, si on voulait faire des choses qui étaient géolocalisées, il fallait qu'on développe ville par ville, mais même au-delà de ça, pratiquement quartier par quartier. Donc, un des pivots qu'on a fait aussi, c'est on a mis une couche de B2C. Donc, c'est-à-dire que les marques pouvaient, elles aussi, offrir des cadeaux aux utilisateurs pour les attirer dans leur magasin. Pour venir récupérer, tu vois, cadeaux, discount, expérience gratuite, etc. en magasin. Donc, on a fait ce pivot de l'international. devenait... C'était peut-être un axe B2B assez intéressant, j'imagine. Peut-être plus facile que de monétiser juste sur du B2C, essayer de faire payer les gens sur l'utilisation de l'app. Bah écoute, c'était un business model différent. C'était un business model différent parce que du coup, si les marques et quand les marques vendent sur ta plateforme, par exemple, quand les marques me vendent un café à moi que toi tu vas aller récupérer, on peut prendre une commission. Donc le business model était plutôt de type commission quand quand on faisait du consumer to consumer qui s'achètent des cadeaux l'un à l'autre à travers la plateforme. Mais quand tu passes à du B2C, et surtout quand ils offrent des cadeaux gratuitement, en fait, ça s'apparente beaucoup plus à une campagne de publicité. Du coup, tu passes sur un business model plus de service. Donc, en fait, ça avait pas mal d'implications sur plein de choses qu'on avait imaginées et qu'on avait structurées de certaines manières. Et en fait, on a eu énormément de mal à faire venir les utilisateurs en magasin. Même si il y avait certains moments où tu avais des centaines de cadeaux tout autour de la ville, en fait, c'était très difficile de faire venir les utilisateurs en magasin pour ouvrir leurs cadeaux. Donc, on a fait d'autres essais qui étaient plutôt... C'est la fausse bonne idée, c'est ça, quoi. Sur le papier, tu dis c'est génial, et après tu te rends compte qu'en fait, les gens, ils veulent pas y aller, quoi. Ils veulent pas y aller. Exactement. C'est très difficile, en tout cas, de faire venir des utilisateurs en magasin. Et que, en règle générale, si tes clients n'arrivent pas à avoir du trafic, il y a des raisons qui sont peut-être un peu plus profondes que le fait qu'ils soient pas assez visibles, en fait. Et que donc voilà, c'était très difficile. C'était toujours très difficile. On a tenté d'utiliser ce système parce que c'était au moment où Pokémon Go faisait fureur. Donc, on a tenté d'utiliser ce système pour faire des chasses au trésor dans la ville. Donc, pour le coup, plutôt pour attirer des utilisateurs. Donc, on a organisé plusieurs chasses au trésor autour des universités, etc., pour attirer des utilisateurs et renforcer notre base d'utilisateurs. Ensuite, on a fait un autre pivot qui était du pure online. Donc, et là, ça nous a permis de démultiplier le nombre de marchands, enfin de personnes qui faisaient des campagnes sur notre plateforme, parce que du coup, on approchait des magasins Taobao et donc ils faisaient des campagnes sur la plateforme et ils shippaient directement les produits aux utilisateurs. Donc ça nous a forcé aussi à développer toute une partie du système qui était en fait autour du shipping, tu vois, rentrer ton adresse, avoir le suivi de ta commande, etc. Tu vois, du coup ça nous a forcé à développer tout un autre pan. Et le dernier pivot qu'on a fait pendant qu'on était chez China Accelerator, c'était de se détacher de l'application mobile, de faire un pur SaaS en fait, basé sur du HTML5 qui soit accessible directement sur WeChat. Donc en fait, on est passé par... T'as perdu quelques auditeurs, je pense, en une seule phrase là. Avec un SaaS, donc c'est Software as a Service, donc vas-y, explique un peu qu'on comprenne mieux le move de là, parce que là, même moi je connais le WeChat qui se branche sur le SaaS et tout. Pardon. Donc en fait, on avait un modèle de plateforme où tu te connectes à la plateforme et tu as des choses qui sont offertes par cette plateforme. Tu vois, comme Groupon, imagine. Et on est passé à un modèle où, en utilisant la même technologie, où tu pouvais créer, tu vois, des cadeaux numérisés, entrer des coupons, faire des questions ou alors de la géolocalisation, qui soit accessible comme un site internet, qui soit accessible pour les marchands et qui peuvent être envoyés sur n'importe quelle autre application.
Mhm. En fait, D'accord. et ça a été un changement fondamental parce qu'en fait, on n'avait plus besoin d'investir autant pour créer une base d'utilisateurs, tu vois, qui se Mhm. connectent sur ton application tous les jours. Mhm. Ouais, ça, ton Puisque du élément clé, coup, quoi. Ouais. Ok. élément clé et qui, en fait, est le plus cher quand tu développes une application, c'est le développement de ta base d'utilisateurs. Donc là, en fait, les marques pouvaient se connecter sur notre site internet, créer leur campagne et l'envoyer sur d'autres plateformes. Par exemple, l'envoyer sur leur propre WeChat, l'envoyer à travers un influenceur. Voilà. Enfin, avait du Mhm. coup pléthore de choix voilà, de l'endroit où ils allaient activer leur. D'accord. Mais malheureusement, ça a pas suffi de ce que je comprends, quoi, vu que la startup s'est arrêtée. Mais ma question, Mm. c'est un peu comment, avec le recul, enfin, explique-nous pourquoi ça s'est arrêté. Et avec Ouais. le recul, est-ce que vous avez manqué une opportunité? Qu'est-ce qui n'allait pas? Enfin, tu vois, ton analyse avec un peu de recul maintenant. Ouais. Bah écoute, donc ça s'est arrêté après China Accelerator. Donc, enfin, le passage China Accelerator a été vraiment formidable et hyper bénéfique. On peut peut-être s'arrêter une seconde aussi là-dessus. On a Bien sûr. j'ai reçu Benjamin Joff de Axe. Donc Axe, si je Ah, me trompe pas, super. fait partie de SOSV, qui est un gros fonds Mhm. américain avec 700 millions de fonds levés. China Mhm. Accelerator, donc, est la branche Shanghai, et donc c'est Voilà. un des accélérateurs de start-up les plus connus, ou en tout cas dans les acteurs étrangers. Enfin, c'est quelque chose d'assez prestigieux, quoi. Donc, Mm, mm, explique-nous un mm. peu comment ça marche, China Accelerator. Est-ce que ça t'aide beaucoup? Quels sont les services apportés? Ouais, Et pour répondre aussi à la question, excuse-moi, ça fait beaucoup d'éléments, mais donc sur t'inquiète. la fin de cet épisode, l'e-Roma. Mm, tout à fait. Donc, euh, China Accelerator, c'est un accélérateur qui va échanger ses services contre de l'equity contre des parts de ton entreprise. Donc, selon la taille de ton entreprise, le niveau de maturité, les profits que tu génères, ils vont donner plus de sous pour moins d'equity. Donc voilà, selon ça dépend des cas. Et donc, en fait, c'est un programme qui dure 3 mois où tu t'installes dans les locaux de China Accelerator et là, tu es pris en charge des, euh, des réunions pour structurer ta croissance avec les partenaires. Un réseau de mentors qui va te mettre en contact avec leur réseau, te prodiguer des conseils, bien sûr un réseau d'investisseurs et le moment phare de cette aventure, c'est Demo Day, c'est-à-dire le pitch devant des investisseurs à la fin des 3 mois, où tu montres la croissance que tu as pu avoir, le business model qu'il y a derrière, afin de lever des investissements à l'issue Mhm. de ce programme. Donc c'est ça l'objectif. Donc tu t'installes. Donc c'est un peu une sorte de tremplin, quoi. Euh, Ils t'aident à accélérer, et à ouais. la fin, il y a le tremplin, ils te mettent sur la scène devant les investisseurs, et ils sont prêts. Et déjà, eux, t'avaient donné un peu Mhm. d'argent, et là, tu peux encore passer au Ouais, cap d'après, quoi. C'est ça l'idée. Mm. exactement. C'est exactement ça. Et ce qu'il y a d'intéressant avec SOSV, et c'est super que tu aies eu Benjamin de Hacks, c'est donc Hacks et China Accelerator sont des sister companies. SOSV a plusieurs accélérateurs et en Chine, ils en ont 3, euh, y compris un à Taïwan. C'est ce que j'allais Donc dire. Je sentais que Hacks c'était pas très politiquement Works, correct, ta formulation en Chine, il y en a 3. ça dépend qui tu En région Grande demandes. Chine, disons, si tu veux rester. Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc voilà. Et c'est une aventure qui, moi, enfin, a été vraiment extraordinaire parce que, en fait, en fait, le fait d'avoir un cadre, rien que ça te fait accélérer. Parce que tu as quelqu'un à qui reporter tes progrès. Et en fait, tu vois, surtout nous, on avait une relation un peu conflictuelle avec mon cofondateur et du coup on avait parfois du mal à avancer parce qu'on n'était pas d'accord sur l'approche à prendre et sur la direction vers laquelle amener l'entreprise. Et en fait, avoir une third party qui te dit mais en fait moi je m'en fous, je m'en fous que vous disputiez, on veut voir des résultats, et ben tout de suite en fait ça réaligne et ça accélère.
avoir des professionnels qui ont accompagné des dizaines d'entrepreneurs. Ça, en fait, ils ont déjà tout vu, tu vois. Donc, il y a évidemment ton cas, il est particulier, mais ils ont quand Mais on même commet tous les mêmes erreurs, comme on l'a cité plus tôt, donc ouais, ils te font gagner du temps là-dessus. exactement. Ils te font gagner énormément de temps. Après, il y a le côté pair à pair, où il y a des rituels comme Founder Story ou Lunch and Learn, où en fait, tu as un échange avec les autres fondateurs des startups qui font partie du programme. Ça, c'est aussi extrêmement bénéfique. Donc moi, ça a été une expérience vraiment formidable de passer par China Accelerator et ça a vraiment changé les choses au niveau pour l'IRAOMA. Ça nous a vraiment permis de faire ce dernier pivot qui était un pivot majeur en termes pour clarifier le positionnement, simplifier les opérations, accélérer le nombre de campagnes qu'on pouvait gérer. Donc ça a été un pivot majeur pour la boîte. Mais on arrivait, je pense, à la fin de notre collaboration avec mon fondateur. Je pense qu'on avait trop souffert pendant ces 2 ans, 3 ans, et on ne pouvait plus supporter. Et aussi, on arrivait à la fin de nos fonds. Et on n'a pas forcément convaincu les investisseurs sur le démo day et donc on n'a pas eu les fonds qui nous auraient permis de continuer encore. D'accord. Donc c'est ça qui s'est passé. En rétrospective, ma leçon c'est qu'il y a très peu de gens avec qui je m'associerais de nouveau. Si je devais monter une boîte, et j'en ai peut-être 2 que je connais dans ma vie avec lesquels je m'associerais, peut-être même une seule personne. Parce qu'il faut un très haut niveau de compétence dans le domaine dans lequel tu te lances et un match en termes de valeur, de manière de travailler, une confiance sans fin, je pense, pour que ça fonctionne vraiment bien. Et il n'y a qu'une seule personne que je connais à qui je retrouve ces éléments-là. Pour chaque personne qui pense s'associer avec quelqu'un, je pense qu'être solo founder, c'est quand même assez dur. Mais il vaut mieux être solo founder que s'associer avec quelqu'un avec lequel ça va, avec un mauvais match. Et pour savoir si t'es un bon match ou pas, à part des choses factuelles, genre quelle est l'expérience de la personne, est-ce qu'ils ont réussi dans les rôles qu'ils avaient avant. Ça, je pense, c'est un truc. J'ai fait beaucoup de volontariat avec des entrepreneurs et dans les communautés d'entrepreneurs. Et une des raisons pour lesquelles je m'en suis un peu éloignée ces dernières années, où je l'ai approché de manière très différente, c'est que en fait, j'ai trouvé qu'il y avait un peu d'amateurisme dans une partie de la communauté entrepreneur, en tout cas celle que je connais à Shanghai, à Pékin, peut-être Shenzhen, où en fait une partie des personnes qui deviennent entrepreneurs, ils suivent leur passion et ils sont pas en fait du tout formés ou n'ont pas d'expérience dans le domaine dans lequel ils se lancent. Et du coup, voilà, ça, c'est ce que j'ai fait. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, on a appris vite, mais. Tu me disais, ouais, que c'est vrai que de trouver les bons cofondateurs dans une startup, c'est clé, quoi. C'est vrai que j'ai eu un peu la même expérience. Moi, j'ai monté plusieurs projets. Ça s'est toujours fait. Même mes succès se sont faits de manière, on va dire entre guillemets, un peu douloureuse en termes de partenariat. On a eu des bons partenariats business, mais humainement, c'était quand même parfois dur. Et parfois, ça marchait pas. Il faut trouver quelqu'un qui soit bon techniquement, pour faire le boulot, où il y a un bon fit relationnel, et même qui a la mentalité startup. Le troisième élément que j'ai découvert peut-être sur un projet où tout allait bien, c'est que la personne un jour m'a dit, on a fait un accélérateur en fait d'ailleurs, on a tellement accéléré qu'on a pris le mur, ce qui est peut-être un des rôles de l'accélérateur, de faire gagner du temps dans l'échec. Et la personne un jour m'a dit, c'est trop de boulot et c'est trop de risques une startup. Voilà, je me suis dit, il avait pas tout compris sur le concept de la startup, mais c'est le troisième élément pour lequel c'est un peu raté, cette expérience startup en particulier. Ouais.
Tout à fait. C'est très intéressant parce que Y Combinator, avant de prendre des cofondateurs, ils font des entretiens où ils leur posent des questions extrêmement personnelles l'un sur l'autre, en fait, pour savoir quelle est la profondeur de la relation et de la confiance et de la connaissance l'un de l'autre qu'ils peuvent avoir. Et j'ai entendu dire que un des incubateurs Tencent carrément emmenait les équipes qui étaient sélectionnées à faire un trek de 10 jours dans le désert, et que évidemment à la fin du trek, tu avais la moitié des équipes qui étaient qui avaient abandonné, qui s'étaient engueulées, qui s'étaient séparées, et en fait, ces équipes n'intégraient pas l'incubateur. Donc, ma Mmh. recommandation, si vous réfléchissez à rentrer en business avec quelqu'un et que vous avez déjà passé la première étape, qui est de regarder que cette personne elle a vraiment les compétences dont vous avez besoin, parce que c'est quand même ça le plus important. Et parfois, ça va être dur, mais c'est peut-être vous qui n'avez pas les compétences qu'il faut. Mais en tout cas, c'est de prendre la voile, c'est de partir en voyage de isolé avec quelqu'un, parce que Mmh. là, vous allez découvrir toutes les facettes, comment quelqu'un se comporte en situation de risque perçu, comment quelqu'un, qu'est-ce que vous pouvez vivre l'un sur l'autre pendant une semaine, et vous supporter pendant une semaine, les peurs des gens, leurs aspirations, leurs valeurs. C'est ça que je conseille grandement si vous considérez vous associer avec quelqu'un, partez en voyage avec eux, et idéalement dans un endroit fermé, voilà, un bateau par exemple. Je pense que c'est une des meilleures manières de savoir si vous pouvez tenir le choc d'une startup. Un bateau sans savoir faire de voile, quoi. Ça peut être un c'est une belle métaphore de la startup, quoi. Ça risque de pivoter pas mal. C'est ça. Mais non, non, bah, je renvoie un ou 2 épisodes là, tu me fais penser à White Combinator. On a eu un super épisode de Benjamin de Brio HR en Malaisie, qui a intégré White Combinator, donc qui est l'incubateur, Mmh. accélérateur le plus connu au monde. Donc épisode vraiment intéressant. Et un autre, le tout premier, Hassen Taibi, qui a fait Bistro Chat à Hong Kong. C'est le premier épisode de ce podcast, mais ça reste le meilleur en termes d'écoute. Donc je renvoie tout le monde à l'écouter Hassen, et qui justement, le lien, c'est qu'il a intégré le MOX de Taïwan, donc un des incubateurs ou Mmh. accélérateurs, hein, je confonds toujours les deux, qui fait partie du même groupe SOSV de China Accelerator, donc dont on vient parler, quoi. Mais donc on va avancer. Donc tu as continué après sur ta lancée. Après cette expérience de Mmh. start-upeuse, tu as continué donc à la fois à aider des startups avec cette expérience et à enseigner. Donc ça, c'est assez Mmh. intéressant, d'avoir cette double casquette. Tu as expliqué que ça te permettait de financer le truc, ce qui est encore mieux, mais c'est hyper complémentaire, j'imagine, d'à la fois d'aider, d'enseigner, d'avoir été soi-même fondatrice, cofondatrice. Ah mais complètement, c'était ce triangle Ouais, ouais, pratiquer, ouais. enfin être fondatrice, pratiquer, apprendre auprès de China Accelerator et enseigner en même temps à l'université. C'est-à-dire que tu donnes à tes élèves les dernières méthodos et les derniers tips que tu peux apprendre dans des personnes les plus professionnelles au monde quand même à travers SOSV China Accelerator. Tu leur donnes une expérience personnel qui rend vraiment, je pense, l'enseignement beaucoup plus vivant, beaucoup plus nuancé aussi, parce que tu t'es en train de le vivre, donc c'est beaucoup moins noir ou blanc que quelqu'un qui ne l'aurait pas vécu pourrait en parler. Hum. Et donc je pense et puis moi ça m'intéressait énormément, ça m'a beaucoup poussé à aller bien en profondeur sur les méthodologies d'innovation et à la suite pour pouvoir les enseigner, mais aussi pouvoir les appliquer pour moi aussi. Donc c'était vraiment un triangle d'une richesse incroyable et très très intéressant. Et puis évidemment du coup la manière dont on a enseigné, dont j'ai enseigné et dont on a monté ce programme, enfin ce master d'entrepreneuriat n'avait rien à voir, je pense, avec une approche plus classique. Euh, C'était un programme qui était euh, uniquement enseigné par des entrepreneurs qui était hosté pas à l'université mais dans un incubateur au centre de la ville. C'était un programme où il n'y Mhm. avait pas d'examen, il y avait des pitchs et il n'y avait pas de cours, il y avait des ateliers. Et en fait, dans D'accord. la grille d'évaluation du pitch final,
tu vois, il y avait une note qui était attribuée supérieure si les élèves avaient généré du revenu avec leur projet. Donc Mhm. c'était et en fait surtout, enfin la manière dont on avait d'évaluer si cette formation elle était utile ou pas, parce que quand même master, les élèves se décident sur leur carrière. S'ils décident, enfin s'ils prennent ce master d'entrepreneuriat, c'est que ça les intéresse. Et en fait, le pari enfin la manière dont on avait d'estimer l'utilité de notre travail, c'était de poser la même question au début et à la fin du master. Et il y avait majoritairement une question qui importait, c'était je veux devenir entrepreneur. Au début du master, tu avais 75% de oui, peut-être, ça m'intéresse. À la fin du master, tu avais 95% de non et 5% de absolument. Tu n'avais plus personne qui était au milieu. Mhm. Donc ça, on a Mhm. vraiment pris ça de manière très positive parce qu'en fait, on les a aidés à avoir, à travers une expérience aussi réaliste que possible, on les a aidés à déterminer leur carrière pour le début en tout cas, tu vois. Et Ouais, tout à fait. Ouais. C'était surtout des Chinois. C'était qui les étudiants? internationaux, mais pas mal de Internationaux? français, ouais. D'accord. Ouais. Pas Mm. mal de Français aussi, d'accord. Ouais. Mm, mm, mm. Ok, Ouais. d'accord. Et donc après, t'es passé chez Faber Novel, et comme on l'expliquait, on voit quand même très bien de travailler comme ça dans la transformation digitale. On voit le lien avec ton expérience et comment, quand tu parles à tes clients, même des grosses entreprises, je pense d'avoir eu une Mm, expérience un peu terrain start-up, je pense que c'est assez riche, quoi. Forcément, les mm. grosses boîtes travaillent de plus en plus avec des start-up sur l'innovation. Ouais. Donc la transition s'est faite assez naturellement. Comment, explique-nous un peu ce passage chez Faber Novel, et peut-être Ouais, redéfinir aussi un peu tout à plus fait. qu'est-ce que fait Faber Novel. Enfin, on va développer un peu le Oui. sujet. C'est sûr. Faber Novel, c'est une agence d'innovation qui a 17 ans, qui est née en France, qui a été fondée par Stéphane Distinguat, qui est fondateur et toujours PDG de l'entreprise, actionnaire majoritaire. Donc, on est une des plus grosses agences indépendantes de France et en fait, on a été créé autour du design thinking et de la création enfin, de services et de produits innovants, donc un petit peu comme le IDEO de France à l'époque. Euh, L'entreprise s'est développée avec autour de quatre services, je dirais principaux. La première, c'est autour du conseil stratégique en numérique, où on accompagne du coup des multinationales. Et dans nos plus gros clients, on a L'Oréal, Kering, LVMH, Richemont et beaucoup d'autres. On les accompagne à concevoir et mettre en place leur transformation numérique. Donc ça peut prendre plein de formes différentes, mais en gros c'est ça le cœur de notre premier type de service. Deuxième type de service, c'est de la formation. Donc une partie du déploiement de la transformation passe par l'accompagnement des talents à développer des nouvelles capacités, découvrir des nouveaux outils et en fait changer leur manière d'opérer pour être plus à même d'être compétitif en fait dans une économie numérique. Le Donc troisième, formation, mais toujours lié au numérique, quoi. C'est ça, toujours lié au numérique. d'être à jour sur des technos, enfin Voilà, donc à la de fois bien se former, quoi. D'accord. tout à fait, de la formation technologique, de la formation sur des méthodologies d'innovation, Lean Startup, Design Thinking, Scrum, Agile, de la formation sur des nouveaux modèles économiques, les modèles de plateforme par exemple, de la formation autour de tendances du numérique, par exemple l'économie des influenceurs. Donc voilà, il peut y avoir un énorme panel et c'est de la formation seulement pour les enfin pour les corporates, tu vois. Donc à la Mhm. fois à travers du e-learning ou bien des ateliers en présentiel. Euh, la troisième partie. Et quels sont les besoins, enfin, excuse-moi, Vas-y, juste une vas-y. dernière question, quels sont les besoins que tu détectes le plus chez ces grosses entreprises? Est-ce qu'il y a des domaines où déjà, en termes de digital, de numérique, elles sont assez fortes? Et est-ce qu'il y a des domaines où vraiment il y a des manques de compétences Hmm. que tu as détectés, enfin, tu vois, des choses qui reviennent souvent, quoi? Des situations extrêmement différentes, majoritairement sur les industries et les pays.
Euh, Mhm. donc toutes les industries qui sont plus consumer facing, type le retail, la beauté, ça, c'est des industries qui évoluent beaucoup plus vite que les autres. Et après, évidemment, quand on travaille avec la pharma, avec l'industrie lourde, etc., c'est une innovation qui est beaucoup moins une innovation, je dirais, de plateforme ou tournée consommateur que des innovations plus fondamentales en fait autour des technologies qui leur sont propres, tu vois. Donc c'est vraiment des cas hyper différents. Et après, il y a une autre couche de différence, c'est Chine versus, j'ai même envie de dire reste du monde, pas seulement la France ou les États-Unis, mais Chine versus reste du monde, où il y a une accélération Mhm. phénoménale du numérique en Chine qui est aujourd'hui la plus rapide, clairement la plus rapide au monde. Donc, quand tu travailles dans le retail ou dans la beauté en Chine, en fait, on a des clients qui sont beaucoup plus mature sur sur voilà les tendances, sur les plateformes, sur certaines technologies que quand on va travailler avec d'autres industries dans d'autres pays, tu vois. Mm. Là où D'accord, ouais. on voit un gros besoin, ça que ce soit en Chine ou ailleurs, c'est autour de l'agilité et des nouvelles manières de travailler. Parce que en fait tout simplement il y a le constat que euh, le lancement de nouveaux produits est trop lent, enfin c'est le constat de nos clients, hein, que leur cycle de création et de lancement de nouveaux produits est bien plus long que celui de leurs concurrents locaux en Chine et que Mhm. donc à travers l'utilisation d'outils, mais surtout la mise en agilité de leurs équipes et de leurs méthodes de travail, ils vont pouvoir accélérer en fait cette mise en marché de nouveaux produits qui est parce que l'innovation est vraiment identifiée comme étant un des moteurs de la compétitivité et de la du maintien des marges en Tu fait. penses à tu penses à quelle industrie, quel type de produit, par exemple, où il y a ce type de renouvellement de nouveaux produits qui doit Ouais, être bah assez écoute, fréquent? c'est sûr. Enfin, l'exemple parfait, je pense, c'est la beauté. C'est la beauté, tu vois, Mhm. où tu as des concurrents comme Florasis, qui est le premier acteur de la beauté chinois, Perfect Diary, qui vont avoir des cycles de lancement de produits de quelques semaines, alors que Mhm. L'Oréal, qui est l'acteur le plus agile, je dirais, dans les acteurs internationaux en Chine, il leur faut plusieurs mois. Donc, D'accord. donc Donc un c'est peu comme le fast fashion dans les cosmétiques, il y a aussi ce type de phénomène, quoi. voilà, Ok. effectivement. Je pose des questions un peu innocentes, hein. Je pense qu'il T'as y a raison. une bonne partie de ce podcast est quand même reste assez masculin en termes d'auditoire, donc je pense on part de loin sur les cosmétiques, donc c'est pas terrible là-bas. Hmm. Yes. Donc, D'accord, ouais, ouais, non, mais c'est passionnant et j'avoue que c'est un sujet que je connaissais pas. Et donc, enfin, donc tu nous expliquais ces quatre piliers parce qu'en fait, vous avez vraiment une gamme hyper large, quoi. En fait, vous êtes hmm. un peu presque une boîte à outils numérique pour une entreprise, même une nouvelle entreprise qui s'intéresse au marché chinois. Ils arrivent Mhm. chez Faber Novel et vous offrez à peu près tout, ou en direct ou à travers des partenaires, j'imagine, tous les Mhm. besoins pour rentrer sur le marché. Bah écoute, donc les deux derniers piliers, le troisième pilier, c'est du marketing numérique. Donc on aide nos Mhm. clients à être visibles sur les plateformes numériques, donc à travers du social media retainer, donc WeChat, Weibo, Red, Douyin, donc à mettre leur présence, à Donc localiser toutes les leur. apps et plateformes de e-commerce chinoises, quoi. Alors surtout du social media. Donc nous on est vraiment côté Social marketing media, ok. branding. Ouais. Vraiment Mhm. côté marketing D'accord. branding, influenceurs, micro-influenceurs, campagne intégrée, achat média, marketing de performance et réseaux sociaux. Et le dernier bloc, D'accord, c'est un là, tu bloc. as lancé beaucoup de choses d'un coup. Donc, il y a du payant, il y a du gratuit. Pour faire simple, il y a tout ce qui s'apparente plus à de la publicité ou plus à du SEO, de générer du Mhm, trafic mhm. gratuit. Et après, tu as dit performance marketing, c'est quoi? Euh, Performance marketing, c'est euh, faire de la publicité extrêmement ciblée,
sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, D'accord. identification d'audience, de profil de consommateurs très détaillé pour avoir Mhm. une publicité extrêmement ciblée. C'est assez différent d'une publicité du type quand tu ouvres une application et que tu as une publicité qui s'affiche, ce qu'on appelle une open screen, qui s'affiche, celle-là, elle n'est pas forcément targetée en fait. Toute personne qui va ouvrir l'application verra la publicité. Mhm. Alors que quand on parle de marketing de performance, toi et moi, on n'aura pas du tout la même publicité qui va s'afficher. Donc, euh, Mhm. donc voilà, c'est C'est un peu ça targeté la en fonction de différence. ton profil, quoi, comme ce qu'on a sur Facebook, etc. Ce genre de Exactement, choses, quoi. exactement. OK. Ouais. Et sur le côté KOL, donc le Mhm. KOL ou les influenceurs dont on parle beaucoup en général, mais encore plus en Chine. On a eu quelques épisodes où on a évoqué le sujet, mais ça commence à Ah remonter. Donc, super. rafraîchis-nous un peu sur le sujet, quoi. Le KOL en Chine, comment Ouais. faire quand on arrive? Il y a pléthore, il y a des énormes, avec des chiffres d'audience à la chinoise, impressionnants, mais les coûts qui vont avec. Quand on Mm. arrive en Chine, on ne sait pas trop. Enfin, c'est un risque, hein. On met un billet sur un KOL. Est-ce que le retour sur investissement va être Ouais. correct? Comment trouver les bons KOL? Ouais. C'est quoi vos recettes? Super vaste sujet, qui représente une grosse partie de l'économie numérique. Hein. Franchement, c'est énorme et ça va en grandissant. Euh, peut-être plusieurs choses pour contextualiser un peu. Euh, Déjà, je pense que le succès des KOL et des influenceurs en Chine, il est dû à deux facteurs. Un premier facteur qui est culturel, qui est que dans la société chinoise, la recommandation est un grand facteur de décision d'achat. Et Mhm. de deux, qui est lié à l'accélération des réseaux sociaux où en fait la voix d'un utilisateur normal, je dirais, peut avoir pratiquement autant de poids que la voix d'une marque. Donc ça, je pense, les Mhm. deux éléments qui font que, particulièrement en Chine, et en Chine, WeChat, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs. En fait, t'as 90% de la société chinoise qui a un téléphone mobile connecté à Internet, qui a les réseaux sociaux. Donc c'est dans les pénétrations de réseaux sociaux les plus élevées au monde. Euh, Mhm. donc, je pense que c'est ces deux facteurs qui font le succès des influenceurs en Chine. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de confiance, là, enfin, juste là, sur le côté recommandation? Est-ce qu'il n'y a pas un aspect manque de confiance dans la qualité des marques, enfin, entre les scandales qu'il peut y avoir en Chine et l'historique, ça s'améliore. Mais bon, le Made in China, on a connu de la qualité, des produits d'une qualité parfois assez moyenne en Chine. Donc les consommateurs n'ont peut-être pas forcément confiance. Et donc dans le KOL, c'est quelqu'un en quel on a le confiance qui nous présente un produit. Est-ce que c'est un élément qui est clé, tu penses? Je pense que tu as raison. Effectivement, ça renforce encore le pouvoir de cooptation des KOL, le pouvoir de recommandation des KOL. Ouais. Oui, tout à fait. Euh, Mhm. donc, D'accord. en termes de frame, il y a plusieurs types de KOL qui peuvent dépendre de la taille de leur audience, mais la taille de leur audience rapportée à la plateforme. Parce que C'est quoi l'ordre de grandeur? C'est ouais. des millions, des dizaines de millions, voire centaines de millions? On arrive jusqu'à Mhm. combien? Des centaines de millions, ouais. Sur des plateformes comme Weibo, par exemple, qui est la plateforme phare pour les célébrités et les KOL de grande taille, puisque l'acquisition de fans due à la structure de la plateforme est beaucoup plus facile que dans les autres plateformes comme WeChat et Red et même Douyin. Euh, Tu peux avoir des centaines de millions, mais dans ce cas, on appellera plus ça une célébrité que un influenceur. Donc, tu peux avoir, Mhm. il y a plusieurs tiers d'influenceurs. Donc, on parle de KOC, Key Opinion Consumer, qui sont des micro-influenceurs, donc des personnes qui peuvent avoir peut-être 1000, 2000 amis dans leur base, qui les suivent. Ensuite, tu peux avoir des micro KOLs, KOL, top tier KOL, et puis après célébrité. Et après, tu peux même avoir superstar. Donc, avec
Donc ça, t'as plusieurs tiers de KOL. C'est un marché qui est pas du tout transparent, bien qu'il y ait des outils comme Parclou ou Miaojon qui peuvent t'aider à identifier le nombre de fans, quelles peuvent être les fourchettes de prix. Mais en fait, c'est un marché qui est pas du tout transparent. La valeur ou le prix d'un KOL, il va être déterminé par d'abord la taille de son audience sur la plateforme. Encore une fois, tu vas peut-être payer moins cher un KOL qui a 1 million de fans sur Weibo qu'un KOL qui a 100 000 fans sur Red, parce que la plateforme, en fait, les méthodes d'acquisition de fans sur les plateformes sont très différentes et c'est beaucoup plus dur d'avoir 100 000 fans sur Red qu'1 million de fans sur Weibo. Donc ça va être un premier élément qui va déterminer le prix, donc la taille de l'audience par rapport à la plateforme. Deuxième élément, c'est le taux d'engagement des fans. Donc, tu vois, c'est pas seulement qu'il y a 1 million de fans qui te suivent, mais ils réagissent à tes posts, ils likent, ils s'engagent avec tes posts et potentiellement avec la marque. Jusqu'au bout de la conversion, c'est-à-dire même cliquer sur le lien et aller acheter ton produit sur les plateformes e-commerce à partir de ce lien-là qui a été partagé par l'influenceur. Et 3, quelque chose qui est plus de l'ordre de la qualité des photos, enfin la qualité de la production de l'influenceur, parce qu'ils produisent les contenus eux-mêmes. Donc en termes de copywriting, en termes de photos, qualité de photos, vidéos et des autres marques avec lesquelles ils ont collaboré dans le passé. Donc ça, c'est vraiment les éléments qui vont déterminer le prix de la collaboration avec l'influenceur. Et il faut savoir que c'est basé sur de la négociation. Donc, faut négocier avec son KOL. Plus tu collabores avec lui ou elle, plus tu peux avoir des conditions avantageuses. Si tu passes par voilà, c'est ça. Si tu passes par des agents, ils vont pouvoir te proposer des tarifs plus intéressants aussi parce qu'ils font plus de volume. Donc voilà, c'est un peu ça le game. Et puis après, t'as plusieurs moyens t'as plusieurs business modèles d'affaires avec les influenceurs. Le premier, le plus simple, le plus courant, c'est tu payes pour à la fois le contenu qu'ils créent et le fait qu'ils postent ce contenu sur leur propre plateforme, sur leur propre compte. Donc tu as à la fois de la création de contenu et l'accès à leurs fans. Et ça, c'est au poste. Un post Weibo, ça coûte 5 000 RMB, par exemple. Et ensuite, il y a un autre business model. Et souvent, en fait, ils sont combinés, qui est un business model à la vente. C'est-à-dire, je te donne du contenu, tu postes avec un lien et chaque vente que tu fais, je te donne 20% de cette vente. Ou 10%, 5%, enfin. Voilà, selon le type de produit et le deal qui a été fait avec l'influenceur. D'accord. Vous avez aussi une actu avec l'acquisition récente de 3110, donc une agence en Chine que vous avez racheté récemment, donc 31, enfin 31 et 10 TEN, sachant que la Chine est votre plus gros marché en dehors de la France, je crois. Donc j'imagine que ça veut dire que Exactement. le business se porte bien pour vous en Chine et que vous continuez à vous développer. Tu peux nous décrire un peu ce rachat et je veux dire les nouvelles compétences que ça vous apporte? Bien sûr, c'est un rachat qui est dans les cartons depuis un bail. Ça a pris un peu plus longtemps ça prend toujours plus longtemps qu'on espère. Mais on s'est installé dans les mêmes bureaux il y a 1 an et demi, et donc les deux partenaires, Clément Le Dormeur et Vladimir Garnel, qui ont rejoint notre équipe, on est vraiment ravis. C'était une compétence clé de laquelle on profite avec cette acquisition. En fait, 3110, qui pour la petite histoire, c'est la latitude et la longitude de Shanghai. Donc c'est une boîte qui a été créée à Shanghai et qui est très shanghaïenne du coup pour le coup. Qui est spécialisée dans les mini-programmes WeChat. Donc, ils font ces mini-apps qui sont accessibles à l'intérieur de WeChat.
Et ils sont spécialistes de ce type de technologie sur le marché. Ils ont travaillé pour tous les plus de 50 clients, mais les plus grandes boîtes internationales, y compris Ikea, Bulgarie et beaucoup d'autres. Pour construire des mini-programmes WeChat, que ce soit autour de l'événementiel, de l'e-commerce, de la fidélité, enfin avec de la réalité augmentée, avec vraiment énormément de cas d'usage et donc c'est les partenaires Tencent. Et donc on est ravis de les accueillir. C'est vraiment une compétence stratégique pour Faber Novel, et ça fait de Faber Novel Chine le seul bureau en dehors de la France à avoir les 360 les services à 360 que peuvent avoir la France, et tout ça dans un contexte extrêmement pertinent localement. Du coup, en développant 80% de nos solutions qu'on développe sont sur WeChat, donc on est extrêmement bien intégré à l'écosystème local. Donc voilà, c'est très excitant, on est ravis. Ok, très bien, félicitations. Ça me fait penser d'ailleurs, pour conclure le chapitre Faber Novel, il y avait un très bon épisode donc de votre patron Stéphane Distinguin qui était passé sur le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. Je l'avais écouté il y a déjà 1 ou 2 ans, mais j'en garde un très bon souvenir. Donc je pense que pour les gens qui aiment les podcasts et qui veulent approfondir Faber Novel, je regarde, c'est l'épisode 35 de Génération Do It Yourself. Mais on va conclure cet entretien. Et donc, je vais te poser la question traditionnelle, qui est de savoir, est-ce que tu as une astuce à partager avec les auditeurs pour hacker la Chine? Comment as-tu hacké la Chine, ou comment nous conseilles-tu de le faire? C'est pas très facile. C'est peut-être un faisceau de choses, mais c'est pour ça qu'il faut un hack, vu que c'est difficile. C'est ça, exactement. C'est bête, hein, mais rester humble. En fait, on a beaucoup plus à apprendre qu'à enseigner à la Chine, et aux Chinois et aux consommateurs et aux businessmen ici. Et travailler dur, parce que c'est comme ça que c'est un environnement extrêmement compétitif, et que c'est que comme ça qu'on peut sortir son épingle du jeu. Donc mais vraiment rester humble et avoir la curiosité et l'envie d'apprendre comment ça fonctionne ici, parce que c'est évidemment extrêmement différent, mais surtout c'est vachement riche, et il y a énormément de choses qu'on peut en retirer. D'accord, très bien. L'humilité, qui est une vertu chinoise, on peut pas toujours appliquer, mais bon, c'est ça. On va dire. Mais très bien, on va s'arrêter là-dessus, Rachel. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux, une manière de te contacter que tu peux je pense que LinkedIn, c'est le plus simple. Rachel Daydou sur LinkedIn. Ouais. D'accord, DAYDOU. Voilà. Rachel. Ok, très bien. Bon, je te remercie, et bonne chance pour la suite alors. Salut. Merci Raphaël, salut. Cet épisode de Sésamazie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, Seghier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance, et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!